Bon, j'ai mes notes, mon thé et la lumière est bien là. On peut y aller? Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on est là pour parler séries ensemble parce que je suis une énorme cinéphile, je regarde des séries toute la journée. Dès que j'ai quelque chose à faire chez moi, que ce soit du ménage, que ce soit travailler pour les projets perso, etc., il y a toujours une série dans le fond qui tourne et je me vois pas travailler ou vivre sans série. Donc aujourd'hui, on va parler de mes 10 séries préférées qui sont juste 10 séries exceptionnellement exceptionnelles. Et du coup, je vais vous faire mon petit classement de mon top 10 en passant de la 10e à la première, en vous parlant un peu de quoi ça part, où est-ce que vous pouvez retrouver ça, etc. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Petit 1, je pitch excessivement mal les séries. Ne me demandez pas de pitcher mieux, je ne pourrais pas, mais allez voir les bandes annonces, ça vaut le coup. Petit 2, c'est mon choix. Donc arrêtez de me dire que vous n'aimez pas ces séries ou qu'il y en a qui sont bien meilleures. C'est votre choix à vous. Petit 3, il y en a d'autres qui sont incroyables. Mais sinon, on allait faire une vidéo de 6 heures. Et je pense pas qu'un lundi soir à 19h, vous ayez envie de passer 40 minutes devant une nana qui parle de séries alors que vous avez envie vous-même d'aller voir une série. Et petit 4, enjoy. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ces séries en commentaire. Ça m'intéresse très fortement. La 10e série dans mon top 10 des séries préférées, c'est Lost. Lost, c'est une série qui est finie, actée, énervée depuis un moment. Elle est parue en 2004 pour la première fois jusqu'en 2010 et elle comporte 6 saisons. Vous pouvez la retrouver maintenant sur Disney+. Elle a été sur Amazon Prime fut un temps, mais elle a pas eu le temps, enfin les gens n'ont pas eu le temps de la regarder parce qu'elle est partie très vite. Il y a dû avoir des histoires de droit un peu partout. Donc si vous avez Disney+, vous pouvez la retrouver sur Disney+. Elle est considérée comme une série mystère. Le pitch vite fait, c'est il y a un vol de je sais plus où jusqu'aux États-Unis, il me semble, un vol d'avion. Et l'avion se crache mystérieusement sur une île, il se coupe en deux, il tombe dans l'océan pour une partie de l'avion et l'autre partie sur l'île. Et tous les survivants sont à bord de cet avion, sont sur l'île. Sauf que y a personne qui vient les chercher. Et en fait, pour le reste de la population, l'avion a juste disparu. Cette île n'existe pas dans les radars, donc tout de suite les gens vont devoir commencer à organiser une vie sur l'île, trouver à manger, trouver à boire, trouver les médicaments, trouver le nécessaire de survie, les vêtements, etc. et essayer de rejoindre la civilisation. Et il y a plein de choses bizarres qui se passent sur cette île, un peu, pas forcément science-fiction, plus mystère, plus fantastique entre guillemets, même s'il n'y a pas une sorcière qui rêve avec des pouvoirs magiques, même s'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent sur cette île. Et on voit pendant les 6 saisons évoluer tous ces personnages. Les personnages principaux sont super bien développés, il y a vraiment une réflexion derrière. J'étais légèrement déçue par la fin. Pour moi, c'était un peu trop dans ce côté mystère et plus dans le côté un peu réalité de la chose. Mais c'est une série que j'ai kiffé regarder. J'ai regardé avec mon frère. C'était un peu notre routine quand on arrivait chez mon père. On regardait la série tous ensemble, enfin tous les deux ensemble. Et c'était notre truc à nous. 9e série dans cette sélection, c'est la série Formula One qui est disponible sur Netflix. La première saison est parue en 2019. Il y a 4 saisons actuellement sur Formula One. Sur Internet, ils disent que c'est un docu-fiction. Pour moi, c'est pas ultra-fiction, c'est plus un docu-réalité. Un peu série-réalité. En fait, c'est l'histoire de chaque saison de Formule 1. C'est-à-dire que dans chaque saison, il y a les grands prix, il y a tout ce qu'on voit par devant, mais il y a aussi tout ce qui est un peu caché derrière, les histoires d'argent, de sponsors, les rivalités entre les écuries, entre les pilotes, etc. Et en fait, ça nous exprime tout ce qui s'est passé sur une saison de Formule 1. À chaque fois, la saison sort avant la reprise après la trêve hivernale. Et on se rend compte de toutes les évolutions et tout ce qu'on n'a pas vu. Par exemple, je pense à la dernière saison de Formule 1 où il y a eu toute cette polémique face au Grand Prix d'Abu Dhabi. Et on voit l'intérieur, on voit ce qui s'est passé, on voit comment les écuries ont réagi, on entend ce qui se passe au paddock, on entend ce qui se passe chez les teammates, chez les coachs, etc. On rentre plus en profondeur de tout ça. Les images sont ultra bonnes en fait, parce que c'est... je pense que c'est F1, enfin la Formule 1 qui donne les images à Netflix, plus Netflix arrive avec leurs images, avec leurs interviews. C'est très sobre en termes d'interviews, c'est très intéressant esthétiquement et ça m'a permis de rentrer encore plus dans la Formule 1 que je voulais, parce que j'ai repris la Formule 1 cette année. C'était une volonté pour moi de reprendre un peu tout ça, parce que les seuls souvenirs que j'avais c'était avec mon papa quand il passait le week-end à regarder. Et c'est super intéressant pour comprendre tout ce monde-là et c'est super passionnant. Ensuite, en 8e position, nous retrouvons la série Glow Up, qui a été parue pour la première fois en 2019 également. Il y a 3 saisons sur Glow Up. C'est une série réalité, mais en fait c'est un concours de maquillage qui se passe en Grande-Bretagne avec les meilleurs make-up artistes d'Europe et des États-Unis. Il y a une dizaine d'épisodes avec un concours style un Top Chef, tu vois, mais du maquillage.
où tu vois du make-up basique, du make-up de défilé, de l'édito, des effets spéciaux, du make-up pour les cinémas, etc. Et c'est super bien construit, ça rapporte une dimension un peu plus accessible au maquillage de mode ou au maquillage qu'on n'a pas l'habitude de voir. T'apprends énormément quand t'es passionné de maquillage comme moi. Et c'est une série qui est ultra bienveillante, qui est très très belle esthétiquement. T'as des close-up magnifiques sur les maquillages. C'est une série qui respecte aussi les pronoms des gens. J'avais regardé toute une saison avec Luan et Armand à la maison l'été dernier en un après-midi, je crois. Et ils avaient kiffé alors qu'ils n'ont pas du tout d'approche particulière avec le maquillage. La 7e série de ce classement, c'est une série signée Netflix qui s'appelle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Plus long. C'est une série qui est parue en 2022, donc c'est assez récent, il n'y a qu'une seule saison pour le moment sur Netflix. C'est dit comme une série mystère et je trouve que ça lui va très très bien. Je sais pas si ça va amener à une saison 2, mais le pitch très simplement c'est une femme où on comprend très vite qu'elle a des problèmes un peu avec l'alcool et qu'elle a eu des problèmes psychologiques et une vie pas simple, qui voit emménager en face un voisin avec sa nouvelle femme et sa fille, et elle voit que la femme se fait assassiner à sa fenêtre. Et de là part tout un mystère sur ce qu'elle a vu vraiment, ce qu'elle a pas vu vraiment. Il y a une complexité entre les personnages, des liens qui se font entre l'ex-mari, ce personnage principal, l'homme qui habite en face, avec le jardinier, on se demande ce qui se passe. Et tu suis un peu toute cette histoire de meurtre. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Tu t'en viens de poser des questions. Est-ce que cette femme a des problèmes ou non psychologiques? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'alcool? Et en fait, ça faisait du bien de retrouver une série créée par Netflix qui visait un public plus adulte. Parce que Netflix, sur les dernières saisons, sur les dernières années, on avait du Elite, on avait du Riverdale, on avait toutes ces choses très axées adolescents en fait. Et ça faisait du bien d'avoir une série très thriller qui revenait avec un public visé qui était plus mature et qui est super belle esthétiquement. On est sur des teintes très froides, sur quelque chose qui se détache beaucoup de tout ce que tu as l'habitude de voir en série actuellement qui sortent. Et ça venait rehausser, je trouve, la qualité de série de Netflix actuellement. La série qui se classe en 6e dans mon top de séries, c'est Psych. Je crois que c'est la première série que j'ai vue de ma vie. Elle est parue en 2006 jusqu'en 2014. À l'heure actuelle, il y a 8 saisons. Elle est disponible seulement sur Apple TV et il faut payer. J'avais trouvé un site où vous pouvez le voir également, mais je ne vais pas vous inciter à regarder des choses illégalement. Et c'est une série qui est dite mystère, mais je classifierais plus comme comique ou voire sitcom. Le pitch, il est très simple. C'est Sean Spencer, qui est le fils d'un ancien flic du commissariat de Santa Barbara, qui, avec son super acolyte Gus, vont commencer à faire des enquêtes parce que il va faire croire qu'il est enquêteur paranormal, alors qu'en fait juste son père l'entraîne depuis qu'il est gamin à repérer tous les éléments et tous les détails d'une scène. Par exemple, imaginez faire attention à combien il y a de chapeaux dans une pièce, faire attention à ce qu'il y a écrit sur certains papiers, faire attention à quelle couleur sont les sièges, etc. Et il va se servir de cette faculté à tout observer et à tout retenir pour faire croire qu'il a des visions et qu'il arrive à élucider des crimes. Et à chaque épisode, t'as un crime, un peu comme Les Experts ou comme NCIS, mais t'as ce côté comique et ce côté où tu t'attaches aux personnages et aux relations qu'ils ont entre eux, qui fait que ça devient une série basique d'enquête à une série policière incroyable et super intéressante. Et tu peux regarder chaque épisode en étant un peu détaché les uns des autres, mais t'as une suite logique qui est incroyable et qui fait référence à d'anciens épisodes, un peu à la Brooklyn Nine-Nine dans cette... même si c'est très détaché au niveau humour et que t'es plus sur 2 personnages que sur tous les personnes du poste. C'est super intéressant et c'est mes meilleurs souvenirs de série parce que je regardais ça avec mon papa quand j'arrivais pas à dormir le soir. On arrive sur le milieu du classement avec la série qui est posée en 5e position. C'est la série Qui a tué Sarah, qui est sortie en 2021, qui a 3 saisons à son actif, qui est disponible sur Netflix. C'est une série Netflix, c'est un thriller et tout est dans le titre. Qui a tué Anna? L'histoire c'est qui c'est qui l'a tué? La petite Anna. Dit comme ça peut être très bateau comme série, mais tu as en fait au moment où tu vois les personnages dans le présent, tu comprends ce qui s'est passé dans le passé, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a été accusé et emprisonné à tort pour le meurtre de Sarah. Et tu vois cette personne essayer de chercher qui a vraiment tué cette gamine à l'époque. Et tu vois les images de quand ils étaient adolescents, les images de maintenant s'entremêler. Et tu essaies de comprendre un peu la dynamique qu'il y a eu, qui a tué qui. Tu vois des histoires d'argent, tu vois des histoires d'armes à feu, tu vois une complexité entre les gens qui ont du pouvoir et qui veulent cacher des choses, les gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont été emprisonnés à tort et qui aujourd'hui essayent de trouver des solutions. Il y a des gens d'un côté et de l'autre qui se lient, donc qui changent de côté. Esthétiquement, j'ai trouvé ça cool. C'est un pitch de série en fait qui est très bateau, de savoir qui a tué quelqu'un. On a déjà vu plein de séries dans ce style-là. Mais ce qui fait que celle-ci est unique,
c'est parce qu'il y a une réalisation, une écriture et une technique derrière qui fait que déjà ça t'accroche et tu poursuis au fur et à mesure avec eux. T'arrives pas à te détacher de cette série et de ce personnage. Et tout est tellement bien réfléchi que t'as envie de savoir qui l'a tué, cette Anna. Et là, ça fait 3 saisons qu'on ne sait pas qui a tué Anna. Et pourtant, on est toujours à fond et on veut toujours chercher plus loin. Et c'est ça qui est super cool, c'est qu'on n'est pas perdu par des éléments annexes, des histoires d'amour, de coups de foudre et tout, qui viennent en rajouter et te faire perdre la cervelle. Et du coup, c'est une très très bonne série policière. La 4e série dans mon cœur, c'est la série Alice in Borderland. Elle est sortie en 2020. Elle n'a qu'une seule saison à son actif. Elle est sortie sur Netflix. C'est une série Netflix. Il y a une 2e saison qui va sortir bientôt, qui se passe dans un pays asiatique. Je ne saurais plus dire lequel, donc je ne vais pas faire de bêtises. Tout le monde a disparu. Il reste plus que certains jeunes. Et en fait, ils ont des jeux pour survivre. Ils doivent faire un jeu tous les 3 jours minimum. Où tu as différentes catégories de jeux qui dépendent des 4 couleurs de cartes. Donc, tu as celui de l'affectif, tu as celui de la logique, tu as celui du meurtre, tu as celui de la trahison, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on suit 3 personnages principaux au début de la série. Et ils comprennent en fait qu'il va falloir qu'ils jouent à ces jeux-là et qu'ils s'en sortent pour pouvoir continuer à vivre et pouvoir savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que toute la population a disparu, pourquoi est-ce que eux doivent jouer à ce jeu-là. Tu vois des alliances qui se créent sur les gens parce qu'à la fin tu récupères les cartes, tu sais pas à quoi servent les cartes. Et tu as tout un travail en fait psychologique de savoir jusqu'à quel point tu peux aller psychologiquement avec tes amis, avec tes ennemis, de savoir à quel point tu peux trahir ou pas, de savoir à quel point tu peux te lier d'amitié ou te lier avec des gens qui étaient tes ennemis avant. En fait, ça fait beaucoup penser à Squid Game, c'est sorti avant Squid Game, mais je trouve que cette série est bien au-dessus. Et ça m'énerve un petit peu de savoir qu'elle a eu beaucoup moins de reconnaissance que Squid Game. La saison 2 va sortir, j'ai très très hâte. Je me suis maté 2 ou 3 fois, je crois déjà, la saison 1. Et je vous le conseille vraiment, ça se fait très vite, c'est une mini-série. Et c'est 100% de réussite, technique, histoire, intrigue, incroyable. La 3e série, on arrive sur le podium, the podium of the podium de mes 3 séries favorites de l'histoire jusqu'à présent. La 3e série, c'est Lock and Key. Donc Lock and Key, ça commence comme une très mauvaise série. Ça commence comme une mère, 3 enfants, le père est décédé, il retourne dans la maison d'enfance du père. Jusque-là, un mauvais sitcom américain, un mauvais film de Noël à la con, vraiment ça commence mal. Moi j'étais là, je me dis bon, on va voir de quoi ça apporte. Et en fait les trois enfants, quand ils rentrent dans cette maison, ils découvrent des clés qui ont des pouvoirs un peu spécifiques sur eux-mêmes ou sur les gens. Et le but, c'est de savoir d'où viennent ces clés. Ils se rendent compte qu'il y a une force un peu démoniaque autour de tout ça et qu'il va falloir sauver la ville dans laquelle ils sont et sauver les personnes qu'ils aiment grâce au pouvoir de ces clés, en essayant de voir jusqu'où ça peut aller et de voir en fait la complexité des forces bonnes et des forces mauvaises et de savoir pourquoi est-ce que ces clés sont là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a des images du passé qui reviennent aussi de quand leur père avait leur âge et comment ils ont découvert les clés, etc. Et c'est une très très bonne série qui te prend aussi. Après, je suis très science-fiction dans les séries ou très action. C'est pas pour tous les publics, mais moi j'ai adoré et je vous la conseille énormément. Je la pitch trop mal cette série à chaque fois. Chaque fois que je suis là, je la raconte trop mal, mais c'est une très bonne série. Il faut aller voir la bande-annonce. Je suis sûre que ça peut vous plaire. Ma 2e série préférée au monde entier, c'est Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est une série qui est sortie en 2019 sur Netflix, qui compte 3 saisons bientôt à son actif et qui est une série action science-fiction. C'est l'histoire d'enfants qui sont nés tous le même jour, à la même heure dans le monde, sans que les femmes étaient au courant qu'elles étaient enceintes. Et en fait, il y a un homme qui va décider d'adopter le plus de ses enfants possible. Et une fois qu'ils sont un peu plus vieux, on se rend compte qu'ils ont tous une caractéristique différente, un peu à la X-Men. Il y en a une qui peut persuader les gens, il y en a un qui a une super force, il y en a un qui peut se téléporter, etc. Et ils vont devoir combattre les gens qui veulent mettre le monde en péril. Un truc bien super-héros, bien science-fiction que j'aime. Cette série est accessible absolument à tout le monde, même quand t'es pas fan de science-fiction ou que t'es pas fan de super-héros à la base, t'arrives à te mettre dedans. Esthétiquement, c'est incroyable. La bande originale, la musique de cette série, il y a un personnage qui joue du violon. Impressionnant, incroyable. La saison 2 était un peu moins bonne que la première, mais la première c'est une énorme claque. J'adore, j'ai hâte de voir la saison 3 qui va sortir parce que franchement, dès que j'ai vu cette série, je me suis dit que j'allais kiffer dessus. Et ça n'a pas loupé, 2 saisons et je suis déjà comblée au maximum. Donc à voir la suite, j'ai peur qu'ils en fassent un peu trop. Et enfin,
the best one, la meilleure série des meilleures séries que je n'ai jamais vues dans ma vie. Je partage ça avec mon cher ami Benjamin Touette. Il s'agit de la série The 100 ou Les 100. C'est une histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique. La planète Terre a été plus ou moins éradiquée à cause d'expériences nucléaires qui ont mal tourné. Toute la population habite dans un vaisseau spatial et décide d'envoyer 100 jeunes sur Terre pour voir si la Terre est à nouveau viable. Donc ces 100 jeunes arrivent sur Terre. Il y a 7 saisons dans cette série, donc effectivement la Terre est viable. Tu te rends vite compte qu'en fait ils sont pas seuls et qu'il y a des gens qui ont réussi à survivre à ces expériences nucléaires qui ont dévasté la planète. Et de là arrive ce problème, est-ce qu'on peut partager la Terre, est-ce qu'on peut partager le territoire qu'on a? On est sur un endroit où on parle pas tous la même langue, où on n'a pas tous les mêmes valeurs, où on veut faire des expériences, etc. Donc t'as un côté très science-fiction, un côté très action, très scène de combat. C'est une bouffée d'air frais. Tu vois la technique évoluer au cours des saisons parce que les effets spéciaux et les fonds verts de la saison 1 sont beaucoup plus ridicules que sur la dernière saison. 2020 je crois la fin de la série. Et c'est une série qui se regarde ultra rapidement, tu t'attaches beaucoup aux personnages, c'est incroyable. Je sais pas, t'as un vent frais, les saisons se renouvellent à chaque fois, il y en a qui sont un peu meilleures que d'autres. La série se termine très très bien. J'ai adoré la fin, je me suis demandé comment ils allaient amener une fin en fait à cette série et je trouve qu'elle est très bien choisie, qu'elle est très belle, qu'il y a un très beau message d'espoir derrière et je la recommande à absolument tout le monde. Regardez cette série, surtout l'hiver avec un plaid, du chocolat chaud et des petits marshmallows, ça passe trop bien.